Eh bien, nous allons reprendre du coup avec ce nouveau talk de Gabriel qui va nous présenter un talk sur l'informatique quantique. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais pas trop rester ici. Je vais essayer de m'avancer un peu. Donc, si je bouge un peu, faut vous y attendre. Je vais commencer par une question pour introduire le talk. Est-ce que vous connaissez... Ah, je suis pile derrière tout. Super. Je vais me mettre de l'autre côté du coup. Donc, au revoir ceux qui sont là-bas, je ne vois pas. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous connaissez un domaine de l'ingénierie qui est un des plus vieux, un des plus importants, et dont on entend pourtant très peu parler, voire jamais parler, dans les médias, les journaux, des choses comme ça. La mécanique? Ouais, c'est possible, ouais. On n'entend pas trop parler. Non, d'autres idées? Du coup, si vous avez écouté la question jusqu'au bout, vous avez compris que ce n'est pas l'informatique quantique. Le domaine, c'est l'agronomie. Un bon exemple de découverte en agronomie, c'est la molécule du coup, que vous avez sur votre gauche ici. Cette molécule, on appelle ça le cofacteur nitrogénase. C'est une molécule qui sert à fabriquer des engrais azotés. Et alors, les engrais azotés, c'est pas très connu quand on en parle comme ça, mais ça existe partout dans le monde. C'est une catégorie d'engrais qu'on a découvert au XXe siècle et qui nous a permis, depuis 100 ans, d'augmenter nos rendements agricoles dans le monde entier, chaque année, tous les rendements agricoles. Donc, des découvertes assez cool. Et ça, c'est pas de l'informatique quantique, ça, c'est de l'agriculture. Donc, je sais ce que vous allez me demander. Pourquoi on parle d'agriculture? Nous, on est venu pour un talk sur l'informatique quantique. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est la quantité d'informations. Vous savez tous que dans un ordinateur, pour représenter l'information, donc on la représente sous forme de bits. Pour, par exemple, le chiffre 9, il faut 4 bits. Voilà, je vous entends déjà ricaner. Pour une lettre comme un B, il faut 8 bits. Voilà. Pour le mot bedrock, il en faut 8 fois 7. Et pour donner un ordre de grandeur, les ordinateurs qui étaient embarqués sur la mission Apollo, ils pouvaient faire des calculs sur des objets qui étaient représentés en mémoire jusqu'à 32 000 bits. Donc ça veut dire que pour calculer, par exemple, les trajectoires, pour calculer les propulsions à appliquer, le rétrocontrôle, tout ça, il fallait que ça tienne sur 32 000 bits. La molécule en question, pour la représenter sur un ordinateur classique, il faut 10 exposant 32 bits. Ça fait 100 000 milliards de milliards de milliards de bits. Sur un ordinateur quantique, elle tient en 105 bits. Je m'appelle Gabriel Faurien et on va prendre 30 minutes pour comprendre ou essayer de comprendre ensemble l'informatique quantique. Alors, le plan de la présentation, ça va être assez simple. On va parler un peu de physique. On va commencer par qu'est-ce que c'est concrètement, de quoi on parle, c'est quoi les objets dont on parle. Parce qu'il y a plein de manières d'aborder l'informatique quantique et une des manières les plus souvent choisies par plein de personnes, plein d'articles, plein de contenus qu'on peut trouver, c'est en partant de choses abstraites, de concepts un peu abstraits. La mécanique quantique, c'est des particules qui sont dans deux états contradictoires à la fois, des choses comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'était le comprendre déjà pour moi-même et puis essayer de l'expliquer en partant de choses concrètes qu'on peut voir, qui existent dans la vraie vie. Donc ça, on va faire un peu de physique. On va faire un peu de mécanique. Et puis ensuite, si on a un peu de temps à la fin, je vous montrerai aussi la plateforme de calcul donc d'IBM, qui est une plateforme en ligne sur laquelle on peut faire des calculs quantiques. Petit disclaimer avant de commencer, évidemment, ça il y a de la vraie science derrière, donc moi je suis juste en train de vulgariser les choses et puis moi-même je ne suis pas une référence, donc évidemment, avant de regarder de prendre du contenu et de se baser sur n'importe quel contenu, il vaut mieux évidemment regarder les sources qui sont citées, des choses comme ça. Moi, j'ai une dernière slide à la fin pour citer mes sources, mais sinon, c'est assez... c'est important on peut pas juste prendre n'importe quel contenu, quoi. C'est quand même, il y a quand même des gens qui ont des doctorats derrière qui travaillent là-dessus, donc c'est voilà. Petit disclaimer, moi je suis pas j'ai pas un doctorat, quoi. Je vais parler un peu des applications, de comment ça s'applique dans le monde actuel. Donc l'intuition que je vous ai présentée en entrée, c'est que pour un ordinateur quantique, quand on veut augmenter la capacité de calcul, il faut augmenter du coup le nombre de bits qu'un processeur peut traiter en même temps.
Donc, si on a n bits et qu'on veut faire 2 fois plus de calculs, ou un calcul 2 fois plus gros, eh ben, il faut 2 n bits pour augmenter le calcul. Sur un ordinateur quantique, l'idée, c'est que justement, il faut seulement n plus 1 bit. Avec un seul bit, on peut doubler la capacité, parce que justement, il y a des états superposés entre les bits, tout ça. On va expliquer après. Et donc, ça fait que la puissance de calcul d'un ordinateur quantique, donc par rapport à un ordinateur classique, on a une puissance de calcul linéaire, il faut la doubler à chaque fois. Celle d'un ordinateur quantique, chaque fois qu'on augmente de 1 bit, la quantité est multipliée par 2, la capacité de calcul, et donc on a une capacité de calcul exponentielle finalement. C'est pour ça que c'est ça l'intuition qui nous permet de dire que les ordinateurs quantiques, ça permettrait vraiment dans le futur d'avoir des applications beaucoup plus performantes. Qu'est-ce que c'est un peu que l'architecture, un exemple d'architecture concret d'ordinateur quantique? Mais il faut rappeler que ce mode de calcul, ça s'applique que sur le processeur. Ça ne s'applique pas au stockage, ça ne s'applique pas à la mémoire. Il n'y a pas forcément d'amélioration là-dessus. Donc, l'idée la plus simple d'un ordinateur quantique, c'est juste une puce, donc un Quantum Processor Unit, un QPU au lieu d'un CPU. Et puis, du coup, cette puce, elle est simplement liée à un ordinateur classique. Et puis, l'ordinateur classique envoie simplement des calculs à faire à l'ordinateur quantique. Et puis, c'est là qu'on profite de la vitesse de calcul. Mais tout le reste, la mémoire, le stockage, des choses comme ça, il n'y a pas forcément il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, a priori, avec l'informatique quantique. Les applications concrètes, une des premières applications, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est notre fameux cofacteur nitrogénase. Donc, il se trouve que pour calculer, faire des simulations, faire des calculs sur des molécules en chimie, très rapidement, les calculs deviennent très complexes et ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à calculer. Donc, justement, une des applications les plus importantes, ce serait la chimie. Ce serait trouver des nouveaux matériaux, ce serait trouver en pharmaceutique, trouver des nouveaux principes actifs, trouver des nouvelles molécules, trouver des nouveaux engrais. Voilà, donc ça c'est une petite idée des applications concrètes qu'on peut avoir. Évidemment, dans un contexte de réchauffement climatique, c'est des enjeux qui sont primordiaux et qui pourraient vraiment changer potentiellement la face du monde. Une autre application qui est assez connue, dont on entend un peu parler, c'est un peu un buzzword, mais c'est vrai que ça existe, c'est le machine learning quantique. Au-delà du buzzword, il y a de la vraie recherche du coup chez Google, par exemple, pour intégrer un processeur quantique au cycle de calcul, par exemple, d'un réseau de neurones. Et donc, on aurait des réseaux de neurones qui sont à moitié classiques, à moitié quantiques. Et puis, donc, on a des fonctions de coût qui font des descentes de gradients quantiques, tout ça. Donc, ça existe pour de vrai. Mais actuellement, alors moi, je suis personne pour en parler, donc je ne pourrais pas dire ce que ça va donner actuellement ou dans 5 ans. Mais en tout cas, il y a ce qu'on peut dire, sans problème, c'est qu'il y a de la recherche en cours là-dessus. Une autre application qui est connue, c'est la sécurité informatique. Vous savez probablement que aujourd'hui, quand on va sur Internet et qu'on a un site web qui est sécurisé en HTTPS, il est sécurisé avec un mécanisme de clé publique, clé privée. Et donc, globalement, la sécurité de l'algorithme, elle repose uniquement sur un calcul mathématique. Elle repose sur le fait que l'algorithme est connu, donc il n'y a rien de secret là-dedans. Le protocole de communication est connu, il n'y a rien de secret là-dedans. Tout est open source, entre guillemets. La seule chose qui est vraiment cachée, c'est le fait de dire, par exemple, on a une courbe qu'on appelle une courbe elliptique, et dans un sens, on peut faire un certain calcul avec des coefficients, mais dans l'autre sens, retrouver les coefficients à partir d'une courbe, ça, c'est plus compliqué. Et donc, actuellement, notre sécurité informatique, elle repose beaucoup là-dessus, sur des mécanismes comme ça, qui sont de la complexité mathématique. Les calculs quantiques, ils permettraient de briser ça un peu. Et donc, il y a déjà de la recherche en cours sur ce qui s'appelle la post-quantum cryptographie, qui est sur comment refaire de la sécurité à partir de principes quantiques pour justement intégrer le fait que, avec un ordinateur quantique, la complexité mathématique qu'on peut résoudre, elle est vraiment complètement différente. Donc, en informatique, j'ai dit intelligence artificielle, j'ai dit cybersécurité.
Il y a aussi des algorithmes de recherche par exemple, les algorithmes de sort ou les algorithmes de find qui sont dans toutes les librairies. Là-dessus aussi, on pourrait améliorer vraiment la complexité algorithmique de ces algorithmes. En finance, je ne vais pas détailler trop parce qu'en plus, je ne suis pas expert non plus là-dessus, mais il y a évidemment, il y a plein d'applications puisque le système, un système quantique qui est donc un système à plusieurs états, il se trouve que ça s'applique aussi en finance. En finance, on modélise beaucoup de choses par des systèmes à plusieurs états. Et donc dans ce cas-là, évidemment, la puissance de calcul aussi pourrait être améliorée. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie application. Maintenant, je vais essayer de prendre un peu de recul. Je vais regarder quelle heure il est. Je vais essayer de vous présenter rapidement, concrètement, comment on peut voir un peu la physique quantique. Alors, ça, c'est une map générale de la physique. Il y a différents domaines en physique. Il se trouve que la physique quantique, c'est un domaine en particulier. La physique quantique, ça s'applique à tout ce qui est à petite échelle. Dès qu'on tombe sur des toutes petites particules qu'on essaie de mesurer, on tombe très rapidement dans la physique quantique. On a des effets qu'on ne peut pas expliquer que autrement qu'avec la physique quantique. Avant, on s'en sortait, quand on ne faisait pas des mesures aussi petites, on s'en sortait sans la physique quantique. Les équations, elles marchaient, tout ça, ça marchait. Avec la physique quantique, on est obligé de prendre en compte maintenant des nouvelles formules pour que nos calculs soient justes. Un bon exemple de physique quantique, qui est justement celui que je voulais montrer, c'est la lumière. La lumière, on ne le sait pas, mais en fait, c'est un exemple parfait de physique quantique avec lequel on joue tous les jours, entre guillemets. La lumière, elle est polarisée. C'est le genre de choses qu'on ne sait pas, mais la lumière, c'est une onde, elle vibre dans une certaine direction. Donc en fait, quand la lumière, elle se propage comme ça, elle vibre. Donc ça par exemple, c'est la lumière qui vibre dans une certaine direction. Et il se trouve que cette direction dans laquelle elle vibre, on appelle ça la polarisation. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et puis de toute façon, si on prend une lumière, par exemple, polarisée ou non polarisée, comme sur cette photo, en général, on ne voit pas la différence. On peut voir un peu la différence. C'était juste pour dire que effectivement, la direction de polarisation, ça peut être linéaire, dans le sens où c'est tout droit. Donc dans ce cas-là, ça peut être vertical, ça peut être horizontal, ça peut être la direction de polarisation, ça peut aussi être en cercle. Voilà. Et c'est la direction dans laquelle l'onde lumineuse, elle tourne, en fait, pendant qu'elle se propage. Cette polarisation, on n'a pas l'habitude de la voir. C'est pour ça que de manière générale, on ne se pose pas la question, et puis c'est comme si ça n'existait pas. Mais si vous avez des verres polariseurs, peut-être sur vos lunettes, vous le savez, on peut aussi faire cette expérience avec donc ce qu'on appelle des polariseurs, donc qui sont comme des verres, comme des verres de lunettes, mais qu'on met sur des écrans. Par exemple, les écrans d'ordinateur, ils sont polarisés dans un certain sens, dans une certaine direction. Et donc, si on met un verre dans l'autre direction, qu'on le tourne à 45 degrés, et dans ce cas-là, on ne voit plus rien, parce que la lumière, elle ne peut plus passer. À l'inverse, avec un smartphone, par exemple, la lumière des écrans smartphones, elle est connue pour être polarisée circulairement. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on va tourner un polariseur par-dessus, on va simplement voir des franges, on appelle ça des franges d'interférence, mais enfin bref, c'est des couleurs un peu bizarres, mais la lumière va toujours passer. Donc ça, c'est des exemples de polarisation linéaire ou circulaire. C'est des choses qu'on peut voir dans la vraie vie. Et alors, pourquoi je parle de lumière? Parce que justement, je ne voulais pas parler de physique quantique comme on en voit d'habitude avec l'idée, par exemple, du chat de Schrödinger. C'est l'idée qu'on a un chat. Donc, on prend un chat, on le met dans une boîte et on va essayer de voir s'il est vivant ou mort. Donc, il faut être un peu un psychopathe déjà pour faire ça. Mais on imagine qu'on est un psychopathe, on prend un chat qu'on met dans une boîte et on fait une expérience de physique quantique, et en gros, si l'expérience réussit, la fiole se brise et puis le chat meurt. Si l'expérience ne réussit pas, entre guillemets, la fiole ne se brise pas et puis le chat reste vivant. À partir de ça, c'est dans l'autre sens, pardon. À partir de ça, on va noter, on va pouvoir faire des calculs sur l'état du chat. Donc l'état du chat, on va l'appeler A, comme ça. Et si le chat est vivant, on va dire que le résultat de l'expérience, c'est A est égal à vivant. Il est dans l'état vivant. Et s'il est mort, on va dire le résultat de l'expérience, c'est A est égal à mort. Ce que nous dit la physique quantique, c'est que quand on n'a pas encore ouvert la boîte, quand on ne sait pas encore si le chat est vivant ou mort, on peut faire des calculs mathématiques, comme si
le chat était à moitié vivant et à moitié mort. Mais il faut bien comprendre que c'est juste des calculs mathématiques. Ça ne veut pas dire que vraiment, on pourrait imaginer qu'il y a un chat qui est à la fois mort et vivant. Justement, l'expérience, elle était là pour l'expérience de pensée, elle était là pour dire que ça avait pas de sens de comparer la physique de petites particules avec l'état d'un chat. Le chat, il va pas être mort-vivant. Mais par contre, des particules, on peut les mesurer dans un état et dans l'autre. Et surtout, on peut faire des calculs mathématiques comme si c'était vrai. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà. Je voulais redire ça parce que régulièrement, je prends par exemple un article random sur la physique quantique. Donc je tape le monde physique quantique. Je tombe sur le premier article au hasard. Bon, alors, au hasard, c'est quand même mes résultats de recherche. Donc évidemment, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est neutre, hein, mais vous pourrez essayer chez vous. On prend un article random Le Monde, écrit par David quelque chose, on lui passe le bonjour. Et puis on descend un peu sur la page. Vous voyez, je ne suis même pas abonné. La première phrase de l'article, qui est celle réservée aux abonnés, justement, c'est la physique quantique autorise un objet à être dans deux états contradictoires à la fois. Justement, c'est trompeur en fait. C'est un peu la manière la plus compliquée possible de l'expliquer. Mathématiquement, ça fait sens, mais ensuite, dans la vraie vie, c'est très bizarre quand même pour l'expliquer. Donc, on va essayer de ne pas faire ça, et puis on va essayer de voir un peu ce que ça pourrait être. Donc, en physique, on va faire de la mécanique quantique. Voilà, c'est le nom de la science dans laquelle on étudie un peu l'état des objets. Donc, en mécanique quantique, la première chose à apprendre, c'est comme partout, c'est le vocabulaire. Donc, si vous êtes à Bedrock depuis plus de 6 mois, je pense que vous pouvez tenir 15 minutes sans problème à la machine à café avec un lingua obscur composé des mots RTL Mutu, HBBTV, catalogue API et Hall of Shame. En mécanique quantique, on va utiliser 3 mots, les mots bras, quête et braquette. Donc un bras, c'est simplement ce qu'on note comme ça avec une flèche vers la gauche. Un quête, c'est l'inverse, du coup c'est une flèche vers la droite. Vous êtes en face de moi, donc dans tous les cas, la gauche et la droite, ça ne veut rien dire. Et puis braquette, c'est quand on met les deux ensemble. Voilà. Je vais détailler après à quoi ça correspond, mais les quêtes, par exemple, on a déjà vu ça avec le chat. Quand on dit que le chat est dans un état, par exemple, vivant ou mort, ça, ce sera un quête. Donc, par exemple, ça, on peut l'appeler souvent quête 0, ou quête 1, ou quête vivant. Voilà, ça, c'est un quête. On va faire une expérience, du coup, on va repartir sur cette histoire de polarisation de la lumière, et puis on va essayer de jouer un peu avec ça. Du coup, c'est des vraies expériences qu'on peut faire en physique et qu'on peut mesurer, qu'on constate. Donc, on prend un laser et puis on lui donne une polarisation horizontale. On prend un laser qui a déjà en entrée une polarisation horizontale. En sortie, on va mettre un capteur photographique et ce capteur, il va aussi mesurer la polarisation de la lumière. Donc là, on a un input, là, on a un output. Ça fait une sorte de fonction de calcul. Et puis là, du coup, le résultat de la fonction, c'est facile. On a une polarisation horizontale en entrée, horizontale en sortie. Donc, c'est très simple. On va pouvoir noter l'état horizontal. On va le noter justement avec un quête 0, comme on voyait tout à l'heure, l'état de la polarisation. Et si on prend des coordonnées dans un plan, on pourrait dire que cet état 0, il a des coordonnées en x et en y. Si on lui donne des coordonnées en x et en y, en fait, il serait 1 fois x, parce qu'il est horizontal, et puis 0 fois y. Voilà. Donc, on va le noter comme ça. À l'inverse, si on voulait prendre un laser qui est polarisé dans le sens vertical, et du coup, on noterait ça quête 1, et puis du coup, il serait 0, 1, le vecteur. Je vais juste regarder au niveau du temps. OK, donc, on va faire une vraie expérience. On va prendre un laser, on va le mettre dans une pose suggestive, et puis on va mettre par-dessus une lame. Donc, ça, on appelle ça une lame semi-réfléchissante. C'est comme un miroir sans teint. Miroir sans teint, vous connaissez si vous regardiez NCIS en 2006 sur Sixplay, ou si vous avez l'habitude d'aller en garde à vue, je ne sais pas. Un miroir sans teint, du coup, la lumière, elle va passer d'un côté et puis elle va être transmise de l'autre. Elle va être réfléchie de l'autre, pardon. Donc, on va justement mettre nos capteurs photographiques de l'autre côté et puis on va mesurer la polarisation. On va appeler ça, du coup, on va dire qu'on mesure avec des bras, justement. C'était les bras qu'on voyait tout à l'heure, c'est bras 0, par exemple, ou bras 1. Ça veut dire qu'on va mesurer dans l'état 0, et ça veut dire qu'on va mesurer dans l'état 1. Donc, quand on a l'état d'un système, on appelle ça un quête, c'est vers la droite. Quand on a une mesure, c'est un bras, c'est vers la gauche. Et quand on mesure, par exemple,
notre système, du coup, on lui a donné on lui a appliqué une certaine transformation. Donc là, c'est une lame. Il est dans un état inconnu, x ou quête x. Et ensuite, on va le mesurer dans donc ça va faire quête 0. Et on va le mesurer dans l'état 1, ça va faire quête 1. C'est comme ça qu'on appelle les calculs en mécanique. Donc ici, si on a une lame qui est équilibrée, elle va transmettre la moitié de la lumière d'un côté, et puis elle va réfléchir la moitié de la lumière de l'autre. Et donc ça va faire 50% de lumière en haut, 50% de lumière en bas. Si on mettait rien du tout, qu'on ne mettait pas de lame au milieu, toute la lumière, elle irait en haut, et puis on n'aurait qu'une polarisation horizontale, donc on aurait 100%. Et puis si on mettait, par exemple, un miroir qui reflète parfaitement la lumière, cette fois, on aurait toute la lumière en bas qui serait réfléchie, et donc ça ferait 100% en bas et puis 0% en haut. OK. Donc, pour récapituler, par exemple, sur ces notations de base, l'état du système, on dit qu'on le représente avec des quêtes. Ensuite, pour le mesurer, on utilise des bras qu'on va mettre à gauche. Et les états de base, c'est 0 et 1. OK. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? C'est clair? J'entends pas de questions. Ok, j'entends pas de questions. On va continuer. Si on reprenait notre... Okay. Si on reprend notre expérience ici, et que par exemple, se prolonge, et ensuite on remet une deuxième lame derrière, et que là ensuite on mesure. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être, par exemple, la polarisation en sortie de ça? Alors, je peux vous laisser réfléchir un peu, mais je peux vous donner un indice aussi. On pourrait dire que c'est soit tout est 0, soit tout est 1, soit en gros 50-50. Qui pense à peu près à main levée que par exemple tout est 0? Qui pense à main levée que tout est 1? Et qui pense que c'est à peu près 50-50? Ok. Vous aurez la réponse à la fin. Ok, on va continuer. On va faire ce qu'on appelle des portes quantiques. Alors, si on reprend notre schéma juste d'avant, une porte, finalement, ça va être la généralisation de ça. Une porte, c'est n'importe quel objet physique qu'on va mettre sur le trajet de la lumière. Et puis, en entrée de la porte, on a une polarisation. En sortie de la porte, on va pouvoir mesurer avec des bras. Et puis, du coup, on peut la porte, on va la mesurer dans l'état 0. On va mettre une polarisation 0 en entrée, et puis ensuite on va mesurer. Et puis on va aussi mettre une polarisation 1 en entrée, et ensuite on va mesurer. Donc ça va être n'importe quel objet finalement en mécanique quantique, comme des fonctions de calcul, et ben en fait on va appeler ça des portes. Donc la plus simple à imaginer, c'est la porte qui ne sert à rien, la porte qui n'existe pas. On appelle ça la porte identité, mais elle est quand même importante à montrer. Donc on imagine qu'on met rien sur le trajet de la lumière. Donc encore une fois, la lumière, ça va être facile. Celle qui est polarisée horizontalement, elle va 100% à 0. Celle qui est polarisée verticalement, elle va 100% à 1. On va noter ça plutôt avec 0 et des 1, des coefficients, plutôt que d'avoir des pourcentages. Et puis si on prend nos vecteurs qui étaient avec des coordonnées en x et en y, et ben là on a bien le vecteur horizontal, 1 fois x et 0 fois y, et puis là on a bien le vecteur vertical. Pour représenter cette porte, pour pouvoir faire des calculs avec, on va dire qu'on la note comme l'état des deux vecteurs qui résultent de la porte en sortie, et donc on va mettre le 0, le vecteur qui est dans l'état 0 ici, on va le mettre ici, et puis si on met 1, une polarisation 1, on va le mettre ici en sortie. Ça va être notre porte, en fait. Et donc, la porte va présenter la transformation qu'elle va effectuer quand on lui donne en entrée soit un quête 0, soit un quête 1. Donc, la porte, on va pouvoir la noter comme ça, et ça va nous permettre de faire des calculs. Ici, on voit que la porte identité, ça correspond vraiment aux coordonnées, c'est 1, 0, 0, 1. OK. On peut faire un autre type de porte, par exemple, les polariseurs qu'on avait vus tout à l'heure, qui sont comme des filtres qu'on va mettre sur nos écrans ou comme des lunettes si vous avez des verres polarisants. Si on prend par exemple un polarisateur qui est complètement horizontal, donc qui est dans ce sens-là, donc avec des lignes horizontales, il laisse passer que la lumière horizontale. Donc, juste pour reprendre, donc dans ce cas-là, la lumière qui est horizontale qui passe, elle passe bien, voilà. La lumière qui est verticale, du coup, elle passe pas du tout, donc on mesure 0 et 0 en sortie. Et donc, ça nous fait... Et donc, on
peut noter cette porte comme ça. 1, 0, 0, 0, puisque du coup, il n'y a que le vecteur quête 0 qui va passer. Pareil pour la polarisation verticale. Cette fois, ça va être l'inverse. La lumière qui est polarisée horizontalement, elle ne pourra pas du tout passer. Ça va nous faire ça en termes de coordonnées. Et ça va nous faire ça en termes de vecteurs. Donc pour récapituler, on a 2-3 portes. Ça, c'est la porte T. Donc, si on ne met rien, on obtient toujours cette porte. On peut avoir des polariseurs du coup horizontaux ou verticaux. Donc le horizontal, il laisse passer que la lumière horizontale. Le vertical, il laisse passer que la lumière verticale. Je ne sais plus si j'ai mis une slide de questions. J'ai mis une slide de questions. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je continue pendant le peu de temps qui me reste? Ok, je continue. Ok, ensuite, on va faire un niveau d'au-dessus. Après les portes, on va faire des miroirs. Alors, les miroirs, du coup, on va se demander comment ça se passe si on prend de la lumière qui est polarisée, dans un certain sens, et qu'on l'envoie sur un miroir. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que, on pourrait se dire, bah, c'est simple, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que la lumière qui est 0, quand on l'envoie sur un miroir, on la voit, c'est-à-dire qu'elle passe dans le miroir et puis elle nous revient. On voit que c'est simplement c'est la même lumière, c'est-à-dire on se voit dans le miroir. Pareil pour la lumière qui est 1. On ne voit pas la différence. On n'a pas l'impression que le miroir il va forcément assombrir la lumière ou qu'il ne va pas laisser passer une partie de la lumière. Toute la lumière, elle passe. Donc on aurait envie de dire que c'est 1 et 1. Mais bon, si c'est ça, du coup, on revient sur cette porte identité qu'on a vue tout à l'heure. Et du coup, on sait que ça ne peut pas être ça, puisque la porte identité, ce n'est pas la même chose qu'un miroir. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Il faut recalculer, redéfinir un peu différemment qu'est-ce que ça peut être le miroir. Et si on reprend l'idée qu'on a quand on se voit dans un miroir, vous savez que quand on se voit dans un miroir, le haut et le bas, ils sont préservés. Par contre, la gauche et la droite, elles sont inversées. Donc, on peut faire l'analogie avec un plan de symétrie, c'est-à-dire que le miroir, il préserve la direction dans un certain sens. Plutôt, il préserve le sens dans une certaine direction, pardon. Et par contre, il inverse le sens dans une autre direction. Donc, on peut dire qu'il préserve l'axe X et qu'il inverse l'axe Y, ou l'autre, mais c'est pareil. Ici, par exemple, donc, le texte du haut, il se retrouve toujours en haut. Par contre, la gauche et la droite, elles sont inversées. Et puis, le texte dans un miroir, si on essaie de lire dans un miroir, on voit bien que l'écriture, elle est dans l'autre sens. Donc, si on repart de ça, on peut dire que la polarisation horizontale, par exemple, elle sera préservée. Donc, dans ce cas-là, on aura 1, 0 pour la polarisation horizontale. Et par contre, la polarisation verticale, elle sera inversée. Elle sera inversée, ça veut dire qu'elle va quand même passer. Il y a quand même 100% de la lumière qui va passer. Par contre, comme elle va se retrouver dans l'autre sens, on va la noter -1. Et donc, le miroir, il aura cet effet d'ajouter un coefficient -1. Donc, on va pouvoir la noter 1. Ce sera la porte Z. Et ce sera la porte miroir. Voilà. Une fois qu'on a vu les miroirs, on peut aussi redéfinir la lame semi-transparente qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'on n'est pas allé au bout du calcul. Je vous ai montré ce que ça faisait avec un 0, donc ça faisait 50-50. Par contre, avec un 1, on va dire que justement, on va constater ce même effet miroir, et donc on va noter ça 1 -1, c'est-à-dire que la lumière, elle est inversée. Voilà. Et ensuite, il se trouve que en mécanique quantique, on met des racines carrées sous les coefficients. Donc, il n'y a rien de spécial à ça. Ça veut quand même dire 50-50. Ça ne veut pas dire que... Enfin, ça veut pas dire... Faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est juste une notation. Et il faut se dire que ça fait quand même 50% de chance d'avoir la lumière dans l'état 0, 50% de chance d'avoir la lumière dans l'état 1. Donc ça, au final, c'est notre nouvelle porte qui correspond donc au miroir Santin. On appelle ça la porte de Hadamard. Et pareil, c'est une porte qui va être importante en physique quantique. Et on va la noter comme ça. Voilà, donc là, on récapitule, on a 2 nouvelles portes. Et si je reprends notre expérience de tout à l'heure, là où on a de la physique quantique, c'est dans cette expérience-là. On pourrait imaginer intuitivement que la moitié de la lumière va en haut ici, la moitié de la lumière va en bas, pareil de l'autre côté, et que donc dans ce cas-là, on a 50-50 ici. Et effectivement, là, pour la plupart, vous avez répondu 50-50. Intuitivement, quand on se pose devant ce problème, on a l'impression qu'il y a 50-50. Et en fait, en réalité, si on met une lumière polarisée 0 ici, toute la lumière en sortie sera polarisée 0. L'état de sortie de ce système-là, c'est 0, c'est 4-0. Et ça, on peut le voir plutôt
plutôt au niveau mathématique. C'est-à-dire que si on fait les calculs, on va bien tomber sur... Pour l'expliquer physiquement, il n'y a pas d'autre moyen de se dire qu'en fait, c'est comme si les particules quantiques elles avaient de mémoire. C'est-à-dire que quand on les mesure une fois ici, effectivement, elles se retrouvent dans un nouvel état. Il y a 50 en haut, 50 en bas. Mais si on ne les mesure pas, qu'on les laisse tranquilles, et qu'on leur laisse faire tout le calcul, et qu'on les mesure uniquement à la fin, et ben là, on peut agir. Les particules, elles se comportent, elles agissent comme si on les avait jamais mesurées. Et donc mathématiquement, ça va faire comme si on a une lame, un miroir sans teint ici qui va s'annuler avec le deuxième miroir sans teint. Et donc, en fait, la lumière, elle va être dans l'état 0. Pareil, si on met de la lumière dans l'état 1, et qu'on met deux miroirs sans teint, et qu'on n'interagit pas avec le système, on le mesure uniquement à la fin, la lumière, elle va se comporter comme si les deux miroirs, ils s'annulaient, finalement. Et mathématiquement, ça correspond à des expressions qu'on peut calculer. C'est un peu ça la magie de la physique quantique, et c'est surtout magique parce qu'on le mesure si on envoie une seule particule à la fois. Si on envoie une seule particule à la fois, il n'y a pas forcément de... On pourrait imaginer en physique que quand on envoie une particule à la fois, il n'y a pas d'interférence. Par exemple, si la lumière elle passe un peu partout, la manière classique de l'exprimer en physique, c'est de dire qu'elle interfère avec elle-même. C'est que du coup, des rayons qui sont ici, en même temps, il y a des rayons qui sont ici, et puis les deux se rejoignent, et puis ils vont interférer. Ce qui est intéressant en physique quantique, c'est que ce comportement-là, on le retrouve même quand on envoie une seule particule à la fois. C'est un peu comme si elle interférait avec elle-même. Mais encore une fois, ça c'est juste au niveau mathématique. Au niveau physique, on peut travailler avec ça sans trop se poser de questions sur qu'est-ce que ça veut dire physiquement, parce que c'est des effets très particuliers. Et donc, c'est un bon exemple d'un système quantique. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste un peu de temps. Ah, c'est chaud, 5 minutes. Ok, alors simplement simplement, s'il me reste 5 minutes, je peux vous montrer ces portes qu'on a définies ici, finalement, ces portes quantiques. C'est avec ça qu'on va travailler en physique quantique. Hop. C'est avec ça qu'on va travailler en informatique quantique. Donc, c'est des portes comme ça, qui sont par exemple, la porte de Hadamard ou la porte Z. Et finalement, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure avec nos rayons lumineux, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait en informatique quantique. C'est-à-dire qu'on fait des circuits. Sur des circuits, on met des portes. Et ensuite, mathématiquement, on peut calculer que le résultat va être dans un certain sens ou dans l'autre. Et puis ensuite, il y a une vraie plateforme, du coup, sur laquelle on peut lancer des calculs. Et donc, on se connecte à un back-end quantique, finalement, qui est le back-end d'IBM aux États-Unis. Voilà. On va y arriver. Normalement, je peux... Voilà. Voilà. Et donc ici, on va retrouver nos portes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, je ne vais pas pouvoir faire une démonstration, évidemment, complète ici. Mais l'idée, c'est toujours ça, c'est qu'en fait, les expériences qu'on peut faire avec des rayons lumineux, avec des lasers et de la polarisation lumineuse, en fait, quand on fait de l'informatique quantique, c'est ça ce qu'on fait derrière. On a une plateforme un peu abstraite sur laquelle on met des portes, donc justement des portes H, des portes Z, d'autres portes, et puis on va mesurer le résultat. En fait, c'est vraiment la même chose que mettre des lasers et puis regarder en sortie qu'est-ce qu'on a comme polarisation de la lumière. Donc c'était une manière un peu plus, il me semblait un peu plus simple et un peu plus concrète d'expliquer l'informatique. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Gabriel. Est-ce qu'on va avoir des questions dans la salle? Une question tout au fond. Question de Max. Comment on peut augmenter la quantité du... On a besoin d'augmenter
augmenter la quantité de ressources. Ah, merde. Ça va? Ouais. Du coup, tu disais, la quantité aussi d'augmenter avec un TI et elle augmente avec un. Et comment tu le représentes? J'ai pas compris comment tu peux le représenter avec les lasers. Et est-ce que c'est via que tu nous as montré, mais j'y arrive pas à faire le lien. Effectivement, là, j'ai pas pu faire de circuit, par exemple, qui représente ça. Mais l'idée, c'est que si je peux juste dessiner une forme ici. Quand on est ici au milieu, voilà. Quand on est ici au milieu, on est dans un état particulier, du coup, où là, on va faire des calculs. Et donc, comment on va multiplier la puissance des bits, etc. En fait, on va prendre un rayon de lumière, par exemple. On va mettre une première lame ici, donc ça va le diviser en deux. Ensuite, on va mettre une deuxième lame ici, donc ça va encore le diviser en deux, etc., etc. Et à la fin, du coup, on aura par exemple trois lasers en parallèle ou 4 lasers en parallèle. Et à ce moment-là, quand on fait des calculs, eh ben, on a du coup 2 exposant 3 ou 2 exposant 4 états possibles. Là, je l'ai fait qu'avec un, mais quand on est au milieu, ce qui est important, c'est que ici, quand on est au milieu, en fait, on peut faire des calculs sur 2 états en même temps, alors qu'on a un seul laser. Donc, si le laser, on le divise en 3 ou en 4, ben, on va avoir 4 lasers. Et du coup, au milieu, on va avoir 4 lasers en parallèle. Donc, si pour chaque laser, on peut avoir un 1 et un 0, ben, ça fait 2 exposant 4 états possibles. Avec de la lumière, par exemple, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Avec donc on appelle ça des ordinateurs photoniques, quantiques, photoniques, qui sont quantiques basés sur des photons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une question sur le chat. Et il y a une question sur Slack? Ah. Je vais essayer d'aller regarder ça. Qu'est-ce que l'UPR? C'est dans une de tes slides. C'est une vraie question. Non. Non, c'est juste parce que voilà, il y avait une slide sur les questions. Donc c'est un peu un gag, cette question. Donc. Ok. Eh ben, on te remercie. Merci à vous. Je crois qu'il y a une petite pause, non? On reprend à quelle heure?